Que faut-il retenir de l'actualité européenne et internationale ce lundi 26 novembre? Voici en 16 minutes ce dont nous avons choisi de vous parler. Bienvenue dans Euronews Soir. À la une ce soir, l'escalade entre la Russie et l'Ukraine. Plus de 4 ans après l'annexion de la Crimée par Moscou, le conflit s'est déplacé en mer et les cris d'orfraie des Occidentaux ne semblent pas inciter la Russie au compromis. Soutenir son accord avec les 27 ou faire un saut périlleux dans l'inconnu. À peine l'obstacle du sommet de Bruxelles surmonté, Theresa May part en campagne pour convaincre les députés britanniques de dire oui au Brexit tel qu'elle l'a négocié. L'appel déchirant du fils de Sophie Petronin, il demande au président Emmanuel Macron de dire s'il a renoncé à faire libérer sa mère, otage d'un groupe djihadiste au Mali. Et puis nous évoquerons en fin de journal Bernardo Bertolucci, le réalisateur du dernier Tango à Paris et du dernier Empereur, s'est éteint à l'âge de 77 ans. Depuis l'incident survenu hier au large de la Crimée, c'est la surenchère entre la Russie et l'Ukraine. 3 navires ukrainiens et leurs occupants ont été capturés par les gardes-côtes russes. Et nul ne sait encore jusqu'où ira l'escalade. Berlin a proposé pour l'instant en vain une médiation franco-allemande. Explications et réactions de part et d'autre du détroit du Kertch. Après l'arraisonnement ce dimanche de 3 navires ukrainiens par la marine russe dans le détroit de Kertch, le Parlement ukrainien s'est réuni à Kiev ce lundi après-midi. Au programme des débats, le vote de l'instauration de la loi martiale pour une durée de 60 jours sur proposition du président Petro Poroshenko. Le décret prévoit notamment la mobilisation des réservistes et des mesures renforcées visant au maintien de l'ordre public. En tant que chef des armées, et compte tenu du temps imparti, je ferai de mon mieux pour améliorer notre capacité à repousser une attaque de grande ampleur du pays agresseur, la Russie. L'incident s'est produit à la pointe orientale de la péninsule de Crimée, déjà de facto sous contrôle russe depuis 2014. Ces nouvelles tensions avec le grand voisin ont provoqué ces scènes de colère d'une partie de la population ukrainienne, comme ici à Kharkov, où face au consulat russe, des activistes ont mis le feu au drapeau de Moscou. Au lendemain d'une escalade sans précédent entre l'Ukraine et la Russie, Moscou affirme avoir agi en conformité avec le droit international. La Russie accuse son voisin ukrainien d'utiliser des méthodes dangereuses dans le détroit de Kerch. Selon le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, les 2 navires de guerre ukrainiens et le remorqueur capturé ce dimanche par la marine seraient entrés illégalement dans les eaux territoriales russes. Il se pourrait bien que l'Ukraine ait programmé cette provocation et personne n'est dupe sur le fait que cela ait pu être directement décidé au plus haut sommet de l'Ukraine. Ils espéraient tirer profit de cette situation. En premier lieu, ils contestent sur le fait que les États-Unis et les Européens prendraient de manière imprudente leur parti, comme toujours. Les navires ukrainiens ont été amarrés à Kerch, raconte notre correspondante basée à Moscou. Elle explique que le ministre de la Défense russe assure que des drones parcourent le ciel entre la mer d'Azov et la mer Noire pour prévenir d'autres incidents à l'avenir. Le ministre russe des Affaires étrangères a convoqué un haut diplomate ukrainien au sujet de ces provocations, selon les termes employés par les Russes. C'est dans cette ultime bataille que Theresa May s'apprête à jeter toutes ses forces. Après le feu vert des partenaires européens hier, l'accord sur le Brexit doit passer l'épreuve du Parlement britannique. Un vote prévu dans 2 semaines, mais les opposants de la Première ministre n'entendent rien céder. Maxime Bios-Duplan. Theresa May défend son accord devant la représentation britannique et prône l'unité du Royaume-Uni derrière elle. La première ministre britannique, l'accord de Brexit trouvé avec l'Union européenne sous le bras, a exhorté les parlementaires à le ratifier à la mi-décembre. Et je peux dire à la Chambre avec une certitude absolue qu'il n'y a pas de meilleur accord possible.
Il y a un choix que cette Chambre devra faire. Nous pouvons soutenir cet accord, respecter le résultat du référendum et bâtir un avenir meilleur d'opportunités et de prospérité pour tout notre peuple. Ou cette Assemblée peut choisir de rejeter cet accord et revenir à la case départ, car personne ne sait ce qui arrivera si cet accord ne passe pas. Face à elle, les travaillistes n'ont pas de mots assez durs contre le texte. Avec eux, certains conservateurs et le parti irlandais DUP pourraient bien faire tomber l'accord. La vérité est, Monsieur le Président, que sous le gouvernement actuel, nous n'avons jamais dépassé la case départ. Il ne fait aucun doute que cet accord nous laisserait dans la pire des situations. Pas de droit de regard sur les règles futures, ni aucune certitude pour l'avenir. Et même le propre cabinet de la Première ministre n'arrive pas à se résoudre à vendre cet accord. Jeremy Corbyn ajoute même que cet accord est un acte d'automutilation nationale. Le vote au Parlement britannique devrait avoir lieu mi-décembre. Les 2 semaines à venir s'avèrent donc cruciales pour Theresa May, mais aussi pour les dirigeants de l'Union européenne. Ils s'organisent pour faire durer le mouvement et faire passer le message. 9 jours après leur première grande mobilisation, les Gilets jaunes ont décidé de désigner 8 représentants. Ils ont aussi listé leurs revendications. Vincent Ménard vous dit tout. Le mouvement protéiforme sans visage identifiable, c'est terminé. Les Gilets jaunes se structurent. Ils ont désigné 8 citoyens pour les représenter et négocier si besoin avec les autorités françaises. Après consultation de leurs sympathisants sur Internet, ils ont aussi publié leurs revendications qui vont de la baisse des taxes à la création d'une assemblée citoyenne. Et aux barrages filtrants installés un peu partout à travers le pays, comme ici à l'entrée de Dunkerque, voilà ce qu'on attend de la prise de parole ce mardi du président de la République. Rien, on ne le croit plus. Voilà. On continuera jusqu'à sa démission, parce qu'on veut sa démission. C'est pur et simple. Voilà, on ne veut plus de président ni du gouvernement. Pour apaiser la colère des manifestants, le gouvernement avait déjà annoncé plusieurs mesures, comme l'élargissement du chèque énergie pour aider les ménages modestes, ou encore la superprime à la conversion. Et il a renoncé ce lundi à la mise en place de péages urbains. Emmanuel Macron, qui va s'exprimer au sujet de la transition écologique, entend tout de même maintenir la hausse de la fiscalité sur les carburants prévue le 1er janvier prochain. Notre réponse, ça n'est pas un renoncement, comme l'a souligné le président de la République. Ça, c'était la pratique d'avant. Mais notre réponse, ça n'est pas non plus l'aveuglement. Et c'est pourquoi cette réponse passera par notre capacité à mettre tout le monde autour de la table. Autour de la table, plutôt que dans les rues, où ils étaient 282 000 le 17 novembre et encore un peu plus de 100 000 samedi dernier. Certains gilets jaunes appellent à une 3e journée de mobilisation le 1er décembre, en espérant qu'il n'y ait pas de nouveaux débordements. Samedi dernier, sur les Champs-Élysées, les forces de l'ordre ont utilisé 5000 grenades lacrymogènes et il y a eu une trentaine de blessés et une centaine d'interpellations. Sans surprise, Mitsubishi a emboîté le pas de Nissan. L'autre constructeur japonais membre de l'alliance avec Renault a lui aussi évincé Carlos Ghosn. Le point avec Sandrine Delorme. À son tour, le conseil d'administration du constructeur japonais Mitsubishi Motors a révoqué son président Carlos Ghosn. Selon un bref communiqué ce matin, les administrateurs du groupe ont jugé difficile de maintenir en poste le puissant capitaine d'industrie qui a été arrêté il y a une semaine à Tokyo. Il est depuis en garde à vue pour dissimulation d'une partie de ses revenus aux autorités financières japonaises. Nissan, qui l'accuse en outre d'abus de biens sociaux, l'a déjà démis de ses fonctions la semaine dernière. Ce matin, le directeur général de Nissan, Hiroto Saikawa, tentait de rassurer ses employés sur l'avenir de la compagnie. C'est en 1999 que Renault avait sauvé Nissan de la faillite et en 2016 que Mitsubishi avait rejoint l'Alliance automobile, ce qui lui avait permis de se redresser au Japon et de renforcer son implantation en Asie du Sud-Est. À ce jour, Carlos Ghosn n'est donc plus officiellement que PDG de l'Alliance Renault-Nissan et du groupe automobile français Renault qui vient de lancer un audit pour vérifier ses rémunérations. Selon la télévision japonaise, depuis le centre de détention, Carlos Ghosn nie les malversations financières dont il est accusé. Elle est aux mains d'un groupe djihadiste au Mali depuis près de 2 ans. Enlevée alors qu'elle dirigeait une association d'aide aux orphelins, Sophie Petronin est désormais très malade. Son fils en appelle au président français. C'est la dernière otage française dans le monde. Près de 2 ans bientôt que Sophie Petronin a été enlevée à Gao, dans l'est du Mali, par un groupe djihadiste affilié à Al-Qaïda au Maghreb islamique. Sur ces images tournées par ses ravisseurs,
Cette femme de 73 ans qui souffre d'un cancer et de paludisme apparaît fortement diminuée. Son fils est actuellement au Sahel pour tenter de sortir sa mère de sa captivité. Il en appelle directement à Emmanuel Macron. Il nous fait savoir que tous les moyens sont mobilisés, mais on n'a pas d'explication et on n'a pas de concret. Donc tous les moyens sont mobilisés, oui, c'est-à-dire que l'État français fait des recherches, essaye de localiser ma mère, essaye de déterminer avec précision qui détient ma mère, qui est responsable de son sort, qui est notre interlocuteur, mais tout ça ne suffit pas. Actuellement en Mauritanie, Sébastien Chadeau-Pétronin affirme qu'il ne rentrera pas en France tant qu'il n'aura pas établi de contact avec les ravisseurs de sa mère. Une fois n'est pas coutume, c'est une histoire qui finit bien. Un Britannique qui avait été condamné pour espionnage aux Émirats Arabes Unis a finalement été gracié. Et de l'aveu même d'Abu Dhabi, les intérêts commerciaux et stratégiques y sont pour beaucoup. Il sera bientôt libre. Matthew Hedges, un doctorant britannique qui avait été condamné à la perpétuité aux Émirats Arabes Unis, a finalement été gracié par le président à l'occasion de la fête nationale. Venu mener des recherches sur la politique étrangère des Émirats, il avait été arrêté il y a 6 mois et condamné la semaine dernière pour espionnage. Dans un monde de menaces grandissantes, nous reconnaissons à quel point il est important pour des pays ayant les mêmes sensibilités de travailler ensemble plutôt que l'un contre l'autre. En réponse à la lettre de la famille de M. Hedges demandant la clémence et compte tenu de la relation historique et des liens étroits entre les Émirats Arabes Unis et le Royaume-Uni, Son Altesse a décidé d'inclure Matthew Hedges parmi les 785 détenus libérés. M. Hedges sera autorisé à quitter le pays une fois les formalités remplies. Son épouse, qui menait campagne pour que Londres fasse pression sur Abu Dhabi, a dit son immense soulagement. Malgré cette grâce, les Émirats Arabes Unis ont répété avoir la preuve que Matthew Hedges était un agent des services secrets britanniques. Clap de fin pour le maestro Bernardo Bertolucci. Le réalisateur s'en est allé à l'âge de 77 ans. Après avoir laissé bien plus qu'une empreinte sulfureuse dans son sillage, Annelise Fantino. C'est une légende du cinéma italien qui vient de s'éteindre. Le réalisateur Bernardo Bertolucci est décédé à Rome à l'âge de 77 ans. L'auteur du sulfureux Dernier Tango à Paris, où Marlon Brando donne la réplique à Maria Schneider, laisse derrière lui une œuvre qui explore la complexité des rapports humains, mais aussi l'engagement politique. Une œuvre controversée qui lui vaut une nomination aux Oscars, mais c'est le dernier empereur qui lui vaudra la consécration de l'Académie. Ce disciple de Pasolini, qui confirme son goût pour les fresques, remporte alors 9 Oscars, dont celui du meilleur réalisateur. Une reconnaissance internationale pour celui qui aime manier la transgression et a aussi distillé son talent de scénariste dans le cinéma américain. Explorer les entrailles de Mars, c'est l'objectif de la mission InSight, dont la sonde s'apprête à se poser sur la planète rouge. Et ce n'est pas une mince affaire. Que se passe-t-il au cœur de Mars? Une nouvelle mission de la NASA va tenter d'y répondre après son atterrissage prévu ce lundi. La sonde InSight doit préciser l'amplitude thermique et l'activité géologique de la planète rouge, un objectif bien différent de celle qui y recherchait de l'eau ou des signes de vie. L'enjeu ici, c'est d'explorer la structure d'une autre planète qui ressemble à la Terre, mais qui est autre. Car ce sont 2 planètes rocheuses, et notre objectif, c'est de pouvoir comparer Mars avec la Terre. Et c'est précisément cette comparaison qui retient l'attention des scientifiques, car on ne sait finalement pas grand-chose de ce qu'il se passe sous l'écorce de Mars, selon cette géologue. Nous avons des suppositions. D'après ce que l'on sait de la structure de la Terre, on pense que Mars est une planète tellurique formée à peu près de la même manière. On pense qu'il y a un noyau, un manteau et une croûte. On sait que le noyau liquide externe de la Terre est à l'origine de son champ magnétique. Et comme on n'en a pas relevé sur Mars, on en a déduit qu'elle n'avait probablement pas de noyau liquide externe. L'atterrissage d'InSight devrait avoir lieu sur un terrain lisse et sableux où des mesures pourront ensuite être réalisées en profondeur.
Ce n'est pas vraiment une foreuse, c'est une sonde qui dispose d'un mécanisme pour marteler. Elle ne tourne pas comme une perceuse, mais elle martèle directement à l'intérieur jusqu'à 5 mètres de profondeur. Enfin, c'est ce qu'on espère. Mais le plus dur sera bien d'atterrir. Seule une mission sur 2 y parvient en raison des vents violents. En moins de 7 minutes, la sonde devra passer d'une vitesse de 20 000 km/h à l'arrêt complet, un exploit que seule la NASA a réussi jusqu'à présent. Cet atterrissage est crucial. Une fois qu'ils auront réussi à effectuer un atterrissage contrôlé, ils pourront commencer à mettre en place les instruments et à étudier le cœur de Mars. C'est la fin de cette édition d'Euronews Soir. Merci à vous qui nous avez accompagnés. Pour retrouver toute l'actualité, rendez-vous sur notre site internet. Très belle soirée à tous.